Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée aux bases de Figma. Dans la vidéo précédente, on a découvert dans les grandes lignes l'outil Figma et vous l'avez installé sur votre poste de travail. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire dès maintenant pour pouvoir commencer sereinement ce nouveau chapitre. Alors dans cette vidéo, on va pouvoir commencer à découvrir l'interface de Figma. On va aussi apprendre à se déplacer dans l'outil et créer nos premières formes. On ira modifier leurs paramètres tels que la couleur et on ira aussi créer des textes. Grâce à toutes ces nouvelles compétences, vous allez pouvoir mettre en pratique sur un exercice en partant de l'application Airbnb. On ira donc essayer de reproduire une icône de l'application Airbnb en ajoutant des textes. Vous allez voir, c'est très simple et vous pourrez me suivre tout au long de cette vidéo. On se retrouve dans votre premier fichier, encore vide, pour commencer à apprendre à manipuler un peu l'outil. La première chose que je vais vouloir faire, c'est venir renommer mon fichier. Ça, je vais le faire juste ici, en double-cliquant sur le nom, et en renommant Figma Basics. On peut tout de suite voir que le nom a aussi été mis à jour tout en haut, dans la barre, avec les différents onglets, comme sur votre navigateur web. Si jamais j'avais voulu créer un autre fichier, j'aurais pu cliquer sur plus, et mon fichier serait apparu juste à côté. Donc je vais quitter pour le moment et revenir sur Figma Basics. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est de jouer un petit peu avec les outils de cette barre centrale. Alors le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'outil rectangle. Je peux l'enclencher en cliquant dessus, ou bien je peux appuyer sur la touche R de mon clavier. Et vous voyez ici que on a en surbrillance toutes les touches sur lesquelles j'appuie, ce qui vous permettra de voir un petit peu les différents raccourcis que je peux utiliser. Maintenant que mon outil rectangle est enclenché, je vais venir tracer mon premier rectangle dans cette zone grise. Cette zone grise, ça s'appelle le canvas, et c'est là où on va créer tous nos éléments dans Figma. Alors je vais cliquer et glisser pour créer mon premier rectangle. Je peux relâcher quand bon me semble. Ici, ça me semble très bien. La première chose qu'on voit, c'est que par défaut, notre rectangle va être sélectionné. Et ça, je m'en rends compte grâce au contour bleu que Figma va lui appliquer lors d'une sélection. On peut aussi voir ses dimensions, en l'occurrence 498 pixels par 391. Une autre chose qu'on peut voir, c'est sur le panel de gauche, qu'on appelle le panel de calque, mon rectangle apparaît aussi, et il a un nom par défaut. Ici, rectangle 1. Alors je peux très bien le renommer, je vais double-cliquer dessus et le renommer 001 par exemple. On peut voir qu'on peut sélectionner mon rectangle aussi bien en cliquant sur le panel de calque ou en cliquant directement sur le canvas. Maintenant, si je viens créer des nouveaux rectangles, eh bien à chaque fois ils vont apparaître dans le panel de calque sur la gauche. Et quand je passe ma souris dessus, on peut voir en surbrillance sur le canvas à quel rectangle ça correspond. Le panel de calque est très pratique pour sélectionner des rectangles et des items quand on en a beaucoup. Vous verrez que c'est assez utile par la suite. Mais pour le moment, vous pouvez sélectionner vos éléments indépendamment depuis le panel de calque ou depuis le canvas. Avant de s'intéresser aux propriétés de nos rectangles, on va regarder comment on peut se déplacer dans l'interface. Alors, il y a plusieurs manières de faire en fonction de si vous avez un trackpad ou si vous avez une souris. Pour ceux d'entre vous qui ont un trackpad, vous pouvez utiliser deux doigts à l'horizontale et à la verticale pour vous déplacer librement dans le canvas. Vous pouvez aussi pincer, toujours avec deux doigts, pour zoomer et dézoomer. Si vous avez une souris, vous pouvez utiliser l'outil main qui est disponible juste ici, ou en appuyant sur le raccourci H, et cliquer-glisser pour vous déplacer dans le canvas. Vous pouvez faire de même en appuyant sur la touche espace, en maintenant espace et en cliquant glissant. Enfin, pour les utilisateurs toujours de souris, si vous voulez zoomer, vous pouvez utiliser votre molette et appuyer donc sur commande et utiliser votre molette. Avec ces quelques options de base, vous allez pouvoir vous déplacer librement dans le canvas et toujours placer votre espace de travail visible face à vous. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir regarder les propriétés des différents éléments qu'on a créés. Alors, pour ça, je vais sélectionner un des rectangles et on voit tout de suite qu'à droite, dans le panel de propriétés, on a pas mal d'options qui apparaissent. On va les passer une à une pour voir à quoi elles servent. Tout d'abord, on peut voir la position de notre rectangle sur le canvas. On a sa position en X et en Y. Vous voyez que quand je le déplace, sa position évolue aussi dans le panel de propriétés. Je peux très bien utiliser ici un cliquer glisser pour modifier sa position en X ou en Y. Enfin, je peux aussi très bien taper des positions à la main pour repositionner mon élément dans le canvas. On peut faire de même avec la rotation. Ici, je peux appliquer une rotation grâce à la poignée en cliquant et en glissant, et je peux faire de même en réglant ici la rotation, à 30 degrés par exemple.
Enfin, on a quelques outils assez pratiques pour appliquer des rotations et des effets miroirs de manière automatique. Ici, à chaque clic, on va faire une rotation de 90 degrés vers la droite. Et ici, on va appliquer un effet miroir selon l'axe horizontal ou vertical. C'est plutôt très pratique pour manipuler ces éléments rapidement. On a ensuite l'onglet Layout dans lequel on peut trouver les dimensions de notre élément. Ici, W correspond à la largeur pour width et H correspond à la hauteur pour height. Je peux à nouveau librement modifier cette largeur et cette hauteur grâce à des clics et glissés depuis le canvas ou en appliquant à la main une valeur. Il existe une option intéressante pour contraindre les propriétés entre elles. Si je clique ici, on peut voir que lorsque je modifie la largeur de mon élément, la hauteur évolue de manière proportionnelle. C'est pratique lorsqu'on veut conserver ses proportions. Si je veux faire la même chose depuis le canvas, eh bien je peux maintenir la touche Shift et utiliser la poignée sur un coin pour redimensionner avec les propriétés contraintes. Maintenant, si on avance, on trouve l'onglet Apparence. Dans l'apparence, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ce petit œil pour cacher l'élément dans le canvas. Vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué, l'élément disparaît du canvas et je ne peux même plus le sélectionner. Il est toujours présent dans le panel de calque cependant, et je vais pouvoir le réafficher en recliquant sur l'œil ici. Depuis le panel des paramètres, on peut aussi modifier l'opacité de mon élément. Par défaut, on va avoir un élément 100% opaque, mais je peux très bien décider de lui appliquer 20% de transparence. Ainsi, quand je vais bouger mon élément dans le canvas, il va venir se superposer et on va voir en transparence les autres éléments. Ça peut être très pratique si vous prévoyez d'avoir des effets de ce genre. Je vais remettre 100% pour le moment. Toujours dans l'onglet Apparence, on va pouvoir jouer sur un paramètre qui s'appelle le Corner Radius. Le Corner Radius va nous permettre d'ajouter un arrondi au niveau des angles de nos éléments. Si je zoome pour me mettre sur un angle, par exemple en haut à droite, ici, je vais appliquer un arrondi de 40 pixels. Et on voit tout de suite que mon angle n'est plus droit, mais avec un arrondi. Et si je dézoome, on se rend aussi compte que tous les angles ont subi cette transformation pour avoir un arrondi de 40 pixels. Si jamais je veux indépendamment choisir quel angle aura un arrondi, je peux cliquer à droite et venir régler à la main les différents angles. Ici, j'enlève le corner radius pour mes angles en haut à gauche et en haut à droite. Pour la suite, je vais remettre 0 partout. Si on avance dans notre découverte du panel de paramètres, on trouve l'option de remplissage, ou fill. Dans l'option de remplissage, par défaut, on va avoir une couleur grise. Cette couleur grise est symbolisée par le code hexadécimal D9, D9, D9. Chaque couleur aura un code hexadécimal propre, et vous pouvez par exemple rentrer un code hexadécimal à la main. En l'occurrence, le blanc, ce sera 6 fois F. J'aurais pu faire de même avec le noir, avec 6 fois 0. Si j'ai pas envie d'utiliser les codes hexadécimaux, je peux aussi cliquer ici sur l'indicateur de couleur et utiliser cette roue des couleurs pour venir choisir à la main une couleur qui m'intéresse. On voit d'ailleurs le code hexadécimal de la couleur associée qui évolue. Une autre option intéressante, c'est la pipette juste ici. Quand j'enclenche la pipette, je vais pouvoir venir choisir et prélever une couleur d'un autre élément de mon canvas. Si je veux retrouver la couleur grise sur cet élément, eh bien je vais me placer sur son voisin et cliquer pour récupérer sa couleur. On retrouve bien D9, 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 la couleur grise qu'on avait au début. Dans les autres options du panel de paramètres, on va pouvoir régler le contour de notre élément. Je vais cliquer sur le petit bouton plus pour ajouter un contour. Par défaut, on voit que notre contour est noir et d'1 pixel. On le devine autour de notre élément. Si je veux qu'il soit un peu plus visible, je peux aussi changer sa couleur. Je vais mettre rouge. Et je peux changer son épaisseur. Je vais mettre par exemple 4 pixels. Tout de suite, on le voit mieux. La dernière chose qu'on peut changer, c'est son positionnement sur le bord de l'élément. Ici, il est à l'intérieur. On le voit parce que il est à l'intérieur de la sélection. Je peux très bien décider de le mettre à l'extérieur ou bien au centre. Enfin, de la même manière que les corner radius, je vais pouvoir régler quel bord va être affecté par mon effet stroke. En cliquant juste ici. Par exemple, je peux appliquer ma bordure uniquement sur le bord haut, ou bien sur le bord gauche. Pour le moment, je vais supprimer ma bordure. La dernière section qu'on va voir, c'est les effets. On ne va pas forcément regarder les détails de tous les effets,
mais sachez qu'ils existent et qu'ils sont assez puissants sous Figma. Par défaut, quand j'ajoute un effet, on va avoir une ombre portée qui s'ajoute sous mon élément. On verra plus tard comment on peut régler les paramètres de cette ombre portée plus finement. Je vais l'enlever pour le moment. Avec ces quelques concepts de base, on peut déjà créer des éléments dans notre canvas, les manipuler, les déplacer, et se déplacer nous aussi pour avoir un espace de travail toujours propre. Maintenant qu'on est familier avec l'interface, on va pouvoir s'échauffer un peu avec un premier exercice. Ce que je vous propose, c'est de reproduire un des icônes du site Airbnb. Cette icône, c'est l'icône Séjour déconnecté, qui permet de filtrer les locations avec un paramètre Séjour déconnecté. C'est un icône assez simple, et vous verrez, on va n'utiliser que les éléments qu'on a vus jusqu'à présent. Il y a plein de manières de le faire, et on aurait peut-être pu gagner du temps, mais pour le moment, on va se concentrer sur les bases de Figma. Alors pour commencer, je vais pouvoir supprimer tous mes rectangles, parce que j'en ai plus besoin. Je vais donc glisser sur tous mes éléments pour sélectionner tout. J'aurais aussi pu faire commande A. Et j'appuie sur Back pour pouvoir supprimer. J'ai récupéré des références pour qu'on puisse se rendre compte de la création graphique qu'on va faire. L'icône Séjour déconnecté est présente donc dans une barre de filtre. On va d'abord s'intéresser à l'icône et on verra le texte après. Ici, c'est l'icône qu'on va reproduire. Je vais le placer au centre de mon canvas. La première chose qu'on peut voir, c'est que cette icône est englobée dans une boîte, dans un contenant de 24 pixels par 24 pixels. C'est très commun dans Figma et dans le design de venir créer des espaces de travail fixes avec des dimensions que l'on contrôle. On va donc essayer de créer nous aussi notre espace de travail de 24 pixels par 24 pixels. Et pour ça, il existe un élément dans Figma qui est très important et qui s'appelle les frames. Les frames, on va les utiliser tout au long de cette série. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut régler, mais ça on le verra plus tard. Pour le moment, vous pouvez voir les frames comme un cadre, comme une toile dans laquelle on va venir poser des éléments. Alors pour créer ma frame, je vais venir cliquer en bas sur l'outil frame ou appuyer sur la touche F de mon clavier. Je vais donc faire une frame de 24 pixels par 24 pixels. Je vais venir cliquer, glisser, et puisque je veux garder des proportions fixes, je vais maintenir la touche Shift. Je relâche une fois que je suis à 24 pixels. Je vais renommer ma frame, Séjour déconnecté. On voit qu'elle apparaît aussi dans le panel de calque avec une icône spéciale pour les frames. La première chose que je vais vouloir faire, c'est analyser cette icône pour voir comment la reproduire. On se rend compte qu'elle est assez simple à reproduire. On va avoir 4 carrés qui sont placés sous une forme de losange. On a donc nos carrés avec un contour, un corner radius et une rotation. La première chose que je vais vouloir faire, c'est ajouter ces carrés dans ma frame. Je vais donc reprendre mon outil rectangle et tracer des carrés. Je maintiens Shift pour garder les proportions et je m'arrête à 7 pixels. Pour créer des nouveaux carrés, je peux très bien réutiliser l'outil rectangle, mais je vais vous montrer quelques petites options pour dupliquer des éléments. Ici, je peux maintenir la touche Option de mon clavier et on voit que mon curseur change. En maintenant Option et en cliquant glissant, je peux dupliquer l'élément sur lequel j'étais. Je peux très bien faire Commande C, Commande V pour copier-coller, ou enfin, je peux utiliser le raccourci Commande D. À chaque fois, on voit le rectangle qui est ajouté dans le panel de calque. Même si ici il superpose l'autre, je peux le déplacer et j'ai bien mes 4 rectangles. Maintenant, on va essayer d'appliquer le même style à nos carrés. La première chose que je vais faire, c'est ajouter un contour. Je vais donc faire une sélection multiple en maintenant la touche Shift et en cliquant sur tous mes éléments. Pour ajouter le contour, on se souvient, dans l'onglet Stroke, je clique sur plus et j'ajoute mon contour. Pour pouvoir aligner les carrés plus simplement, je vais venir cliquer sur Center, comme ça la bordure sera au milieu du contour. Maintenant, on va essayer aussi d'appliquer le corner radius. Avec mes carrés tous sélectionnés, je vais venir ajouter un pixel juste ici. Pour pouvoir finaliser le style de nos carrés, on va aussi enlever la couleur de remplissage. J'ai juste à appuyer sur moins ici. Très bien, on a nos carrés qui vont nous permettre de construire cette forme un peu plus complexe. Maintenant, il va falloir aligner et regrouper nos carrés entre eux. On peut le faire très simplement en cliquant sur un élément et en utilisant les flèches du clavier pour le placer à notre guise. On aurait aussi pu faire un cliquer glisser et placer notre carré collé à l'autre. Il existe une autre manière de faire et je vais vous la présenter, elle pourra vous être utile par la suite. Si jamais j'ai envie d'aligner ces deux carrés entre eux et de les regrouper, je peux les sélectionner
et venir utiliser les options d'alignement. Les options d'alignement, lorsque deux éléments sont sélectionnés, vont nous permettre d'aligner les éléments entre eux. Je vais prendre mes deux éléments et je vais venir les centrer. Maintenant qu'ils sont alignés, si je sélectionne mes deux éléments, je peux régler l'espacement entre les deux. Ici, c'est une nouvelle option qui apparaît dans le panel Layout. Je vais taper 0 pour les coller. Et on arrive à avoir le même effet que précédemment. On va finaliser de placer nos éléments avec les flèches. Voilà, nos carrés sont rassemblés. Maintenant, je vais les placer au centre de ma frame pour reproduire l'effet de cette icône. Je vais donc cliquer glisser pour sélectionner tous mes carrés et venir les disposer en cliquant glissant au centre de ma frame. On voit des repères visuels orange que Figma ajoute pour m'indiquer que le centre de ma sélection est bien au centre de la frame. Si je veux vérifier ça, il existe une touche très pratique qui est la touche Option. En appuyant sur Option et en maintenant, on peut voir les écarts qu'il y a entre ma sélection et le bord de ma frame. Ici, 5 pixels partout, ce qui est plutôt pas mal, on est bien centré. Maintenant, on va vouloir régler la rotation de nos carrés. On se souvient, on peut utiliser la poignée juste ici, en cliquant glissant, pour appliquer la rotation. Maintenant, si j'ai envie d'avoir une rotation avec un angle précis, je peux maintenir la touche Shift, et on voit que la rotation augmente de 15 degrés en 15 degrés. Je vais m'arrêter à 45 degrés. Il nous reste quelques petits éléments à régler avant de finir notre forme. Ici, on peut voir une cassure, une brisure entre les deux carrés. C'est dû au corner radius qu'on a ajouté précédemment. On va devoir régler individuellement les corner radius pour récupérer une ligne droite sur les contours. Je vais donc cliquer sur mon carré et venir régler individuellement le corner radius de mes angles. Ici, je peux taper 0 par exemple. Et on voit tout de suite qu'on récupère la ligne droite qu'on souhaitait. Pareil pour celui-ci, en haut à gauche, 0. C'est parfait, on a récupéré cette ligne qu'on cherchait. Je vais faire de même pour les autres angles. On s'approche du but. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est créer cet espacement entre nos carrés. Je vais donc cliquer sur le carré de droite et, avec les flèches de mon clavier, venir le positionner sur la droite. J'appuie 2 fois sur la flèche de droite pour le déplacer de 2 pixels. Je vais venir sélectionner mes 3 autres carrés et faire de même vers la gauche. Si on dézoome, on se rend compte qu'on a plutôt bien reproduit l'icône qui était notre référence. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est enlever ce fond blanc pour avoir une frame transparente. Et voilà, vous venez de reproduire votre première icône, félicitations. Si on veut aller un peu plus loin, on va pouvoir déplacer notre icône et l'ajouter dans une nouvelle frame avec du texte. L'idée derrière ça, c'est de venir reproduire l'interface d'Airbnb. Vous voyez ici que l'icône est associée à un texte. On va essayer de reproduire la même chose et ça va nous faire découvrir l'outil texte. Je vais supprimer ma référence parce qu'on n'en a plus besoin. Pour pouvoir créer ce texte, je vais donc utiliser l'outil à ma disposition juste ici. Je peux aussi appuyer sur T pour l'enclencher. Une fois l'outil enclenché, je peux cliquer n'importe où sur mon canvas pour me lancer en édition de texte. Je vais donc taper le même texte, séjour, déconnecté. Une fois que j'ai fini de taper, je peux appuyer sur échappe ou bien cliquer n'importe où sur le canvas. Voilà, on a créé notre premier texte et on voit qu'il apparaît bien dans le panel de calque. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de lui donner un style similaire à Airbnb. Au niveau de la taille, on est plutôt pas mal. Si je viens le superposer, on se rend compte que la hauteur est assez bonne. Maintenant, pour un autre exercice, j'aurais peut-être envie de changer sa taille. On peut être tenté d'utiliser les poignées pour modifier la taille de notre texte, mais si vous essayez, on se rend vite compte que ça ne fonctionne pas forcément comme prévu. En modifiant cette taille, on vient changer la place disponible pour écrire notre texte. Et donc c'est pour ça qu'il passe sur plusieurs lignes. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la taille de la typographie. Je vais d'abord remettre mon texte avec une largeur automatique. Et ça, je peux le faire juste ici, avec cette option Auto Width. Comme ça, on prendra toujours la place disponible pour écrire. Maintenant, si je veux changer la taille de ma police, je peux faire ça depuis l'onglet Typographie. Par défaut, on voit qu'on a une taille de 12 pixels. Si je veux l'agrandir, je peux passer en 14 pixels.
ou bien 10 pixels si je veux la réduire. On va revenir à 12 pixels. Une autre chose qu'on va vouloir faire, c'est changer cette typographie. Par défaut, on est sur Inter, qui est une typographie très pratique et très utilisée. Mais pour se rapprocher un peu de ce que Airbnb a pu faire, on va aller utiliser une typographie qui s'appelle Manrop. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez rester sur Inter, l'effet sera similaire. Manrop, c'est une typographie qui est open source et donc que vous pourrez réutiliser. Je clique sur Manrop et je vais vouloir aussi modifier la graisse de ma police. On se rend compte ici que la graisse est un peu plus épaisse que la mienne. Je vais donc régler ça dans l'onglet typographie et passer en semi-bold. On a donc notre police en Manrop, semi-bold, 12 pixels. Maintenant, la dernière étape, c'est de venir assembler mon icône et ma police. Alors, on pourrait le faire à la main en les plaçant l'un sous l'autre, mais on va essayer d'utiliser le concept de frame qu'on a vu plus tôt. Si je prends mes deux éléments et que je les place au milieu de mon canvas, on va pouvoir les englober dans une frame. Alors, je reprends mon outil frame et je viens cliquer-glisser tout autour. Les dimensions ne sont pas très importantes pour le moment, le but c'est d'avoir un espace de travail dans lequel on va pouvoir placer nos éléments. Ce que je vais vouloir faire, c'est avoir un espace de 4 pixels entre mes deux éléments et venir les placer au centre de la frame. D'ailleurs, je vais renommer ma frame en Artboard. L'idée, ça va déjà être de placer nos éléments centrés au milieu de la frame. Je vais donc réutiliser les outils d'alignement qu'on a vus plus tôt. Ici, on peut centrer les deux éléments. On peut vérifier grâce à la touche option qu'on est bien au milieu de la frame. Ici, c'est bon, 81 pixels de chaque côté et 32 pixels de chaque côté. Maintenant, on va pouvoir régler l'espacement entre les deux. Toujours avec la touche option, si je passe ma souris sur mon icône, je vois que je suis à 14 pixels. Moi, je voulais 4 pixels. Donc je vais appuyer sur les flèches de mon clavier pour remonter ce texte. Alors une petite astuce, si vous appuyez sur Shift et la flèche de votre clavier, eh bien vous pouvez augmenter de 10 pixels la position de votre élément. Comme ça on gagne du temps et on place tout de suite à 4 pixels d'écart. Maintenant que nos deux éléments sont bien placés, j'aimerais bien aligner ce petit groupe au milieu de ma frame. Et bien en fait, je peux aussi sélectionner mes deux éléments, maintenir option pour voir l'espacement, et venir avec les flèches de mon clavier descendre ce groupe jusqu'à atteindre le milieu de ma frame. Je désélectionne et je dézoome pour voir ma création. Si on met les deux côte à côte, on se rend compte qu'on a vraiment réussi à reproduire la même chose que sur Airbnb. À la fin de cette vidéo, vous devriez être à l'aise pour naviguer librement dans le canvas, pour créer des formes et modifier leurs paramètres, pour insérer des textes et modifier les options de typographie, et enfin pour comprendre le principe de frame et comment ajouter vos contenus à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment créer votre premier élément d'interface, le bouton carte sur la homepage du Airbnb. On découvrira aussi par la même occasion les auto-layouts pour vous aider à structurer votre contenu. D'ici là, n'hésitez pas à vous entraîner et je vous dis à très bientôt.